qu'allez-vous faire pour le personnel soignant? Augmentation des salaires et des moyens. Ça, c'est dans le cas où on est au pouvoir. Ah ben c'est clair. D'abord, il faut faire face à plusieurs tranches de problèmes. Là, on est dans l'urgence et la catastrophe. Plusieurs structures hospitalières sont en voie de débordement. Donc, il faut quand même appeler à la rescousse tous ceux qui peuvent aider. Hein, donc, ça se planifie, ça. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus que ça devienne le prétexte à payer des gens avec un lance-pierre pour faire le boulot des gens qualifiés. Et puis, à l'hôpital, la plupart des tâches, pour ne pas dire 99,9, sont des tâches hautement qualifiées. Toutes, hein, pas seulement les soignants. Il y a aussi le gars ou la fille qui s'occupe de l'électricité, celui qui s'occupe de chauffage, parce qu'un hosto, il n'y a pas de chauffage ou il n'y a pas d'électricité, ça n'existe pas et ça sert à rien. Hein. Il y a les gens qui sont à l'accueil, il y a tous les métiers qui entourent l'hôpital. Évidemment, on manque de bras et de tête. Alors déjà, il faudra arriver à trouver tous ceux qui peuvent venir en appoint et les payer correctement. Les gens qui sont au boulot, aussi, il faut les payer correctement, parce que pour l'instant, c'est les plus mal payés d'Europe. D'accord ? C'est un exploit. Et alors qu'il y avait eu un problème monstrueux de nombre de lits, ils en ont encore supprimé et annoncé qu'il y avait plus d'1 milliard d'économies à faire encore sur la santé. Donc vous avez bien compris les gens, vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? Si vous les débranchez pas, ils vont continuer. Ils vont continuer, alors des économies, tout ce qui est le service public, faire des économies dedans. Donc il faut former, payer à grande cadence. Moi je suis très heureux au moins d'une chose. C'est qu'on a supprimé dans les écoles de médecine ce qu'on appelait le numerus clausus. Le numerus clausus, c'était dire il y a tant de places et on prend que tant de personnes. Alors s'il y en a 10, s'il y en a 20, s'il y en a 50 de plus qui veulent être tout bits, tant pis, rentrez chez vous. Tant et si bien que, comme il y avait un numerus clausus, à la fin de la première année, il s'est inventé une pré-première année, une classe préparatoire, évidemment payante, hein, à l'extérieur, pour se préparer à la première année de médecine. Et alors là, inutile de vous dire que ça fait un écrémage social qui est absolument incroyable. Alors évidemment, il reste quand même une certaine diversité sociale, mais à quel prix ? Moi, j'ai connu notre camarade Sabrina Ali Ben Ali, qui est un médecin remarquable. Hein. Moi, je l'ai connue quand elle faisait à la fois des études, on militait ensemble, elle faisait des études de médecine pour les terminer, et elle servait dans un bar. Bah, allez vous servir dans un bar, et puis faire des études. C'est-à-dire que les gens sont rincés. Il faut une force de caractère et une énergie que peu de gens ont. Et puis franchement, on ne va pas non plus recruter que les gens qui sont comme ça, là, des surhumains. Hein. Il faut aussi que les gens ordinaires, ils puissent prendre leur part au festin de la vie en faisant des choses intéressantes, utiles et tout. Donc, il faut recruter et beaucoup. Voilà, il faut recruter beaucoup. Et heureusement, il n'y a plus de numerus clausus. Donc déjà, les enfants du peuple vont pouvoir faire des études de médecine dans de meilleures conditions. Et puis, il faut donner des bourses ou un pré-salaire ceux qui sont là. Nous autres, les insoumis, on a imaginé une chose comme ça. C'est-à-dire que tu signes en commençant tes études, t'es payé, et puis après, tu restes dans le tuyau pendant 10 ans. Autrefois, on faisait ça pour les instituteurs. Ils allaient à l'école normale, départementale, et puis ils étaient payés, ils avaient une paye. Alors donc, ça fait comme ça que dans beaucoup de familles du peuple, on pouvait être insti. Et donc, un insti qui venait du peuple, qui parlait aux enfants du peuple, ça fonctionnait. Hein. Et puis alors après, ils ne pouvaient pas partir, ils étaient obligés de faire 10 ans. Ça a été pareil pour les énarques, mais eux, ils ont trouvé la combine, c'est 10 ans où tu payes pour t'en aller. Évidemment, les grosses boîtes qui les embauchaient payaient à leur place. Donc moi, ma position, c'est fini. Vous arrêtez de circuler sans arrêt du privé au public, vous faites un choix. Vous avez choisi le service public, c'est pour la vie, voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est pareil, pour vous, ça sera comme ça, en tout cas avec moi, c'est comme ça que ça se passera. De même pour les gens qui auront cette bourse, hein, ce pré-salaire, qui sera un salaire, après, ils ont X années où ils doivent un service à la collectivité. Ils seront payés aussi pendant ces 10 années. Et nous, on pensait faire des regroupements de santé en faisant une carte, en disant, voilà, il n'y a personne qui doit être à plus d'une demi-heure dans le centre de santé, par exemple. Hein, où on aura mis les toubis, les infirmiers et tout ça. Parce que sinon, on n'arrivera à rien, les gens, il faut réfléchir. Si vous voulez que les gens qui sont aujourd'hui empilés dans les villes retournent à la campagne, y compris pour faire du pré-travail à la campagne, ou disons dans les agglomérations qu'on dit urbaines, il faut qu'ils y trouvent les services dont ils ont besoin pour vivre. Si vous voulez que les retraités le fassent, il faut qu'ils aient les services, y compris s'ils quittent les grandes capitales, ça fait de la location qui vient en plus. Bon. Mais il faut qu'ils puissent se soigner. Les gens, ça leur fout la trouille d'aller dans un village et qu'ils disent qu'il n'y a pas un hosto à moins de 2 heures de voiture. Alors, y compris quand c'est dans la montagne, c'est pas 2 heures de voiture, c'est 3. Bon.
Donc, ça, si vous voulez, tout ça se tient. À nouveau, c'est la question de la planification qui est posée et de la façon avec laquelle on fait fonctionner les gens. Bon, alors je termine en vous disant, là on a parlé des êtres humains, on peut parler aussi d'une chose, c'est les médicaments. Moi, je suis pour qu'il y ait un pôle public du médicament en France. Là, ça commence à bien faire. On n'est plus foutu de fabriquer un cachet d'aspirine dans ce pays. C'est quand même énorme, non? Bon, parce qu'on s'est fait dépouiller, tout simplement. Alors maintenant, il s'agit de recentraliser tout ça et de le produire en France pour avoir les quantités dont on a besoin. Alors, êtes-vous d'accord avec certaines mesures du président Macron depuis le début de son mandat? Me demande-t-on sur TikTok. Non. Non, et je vais vous dire, c'est normal que ma réponse soit non. Pas seulement parce que je suis un opposant, mais parce que, si vous voulez, lui, il développe une logique qui est la sienne, pour laquelle il a été élu. Vous en prenez à vous. Sa logique, c'est une logique libérale. S'il avait dit aux gens avant ce qu'il comptait faire, je suis sûr qu'il n'aurait pas été élu. Donc, il trouvait très confortable d'avoir Madame Le Pen en face de lui, parce qu'il disait, les gens, elle fout tellement la trouille à tout le monde que je suis sûr d'être élu. Puis il aimerait bien que ça recommence. Il pourrait avoir des surprises. Cet homme, il applique sa ligne libérale. Pour lui, partout, c'est le marché. Vous vous rappelez, il avait dit une fois, il a été touché par la grâce, il a dit oui, il y a certains secteurs qui doivent sortir du marché. Vous vous rappelez? C'est au début de la première crise du Covid. Bah, tiens, il n'a pas fait sortir l'hôpital du marché. C'est le contraire, il lui a enfoncé la tête dedans. Donc, alors, il applique un programme qui n'est pas du tout dans la logique. Lui, il est sur l'individu, le libre marché, etc. Et nous, on est sur le collectif, la solidarité et ces choses-là. C'est donc deux visions du monde différentes. Bon, les Français ont choisi, on applique celle-là. C'est un désastre, tout le monde s'en rend compte. Le problème qu'on n'imaginait pas, c'est qu'il ferait autant de dégâts en si peu de temps. Bon, voilà.